Donc, bonjour à tous, merci, Bonjour à merci tous. d'être là. Je regarde l'heure pour ne pas être en retard. Il est 11 heures, donc je vous propose de démarrer parce qu'on a plein de choses à vous raconter, donc il ne faut pas perdre de temps. Donc merci beaucoup de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire de WeNetwork où on va parler data de production et en particulier les solutions qui permettent de capter et d'exploiter la data issue de l'atelier. Donc, pourquoi est-ce qu'on a souhaité traiter ce sujet? C'est surtout parce qu'on est convaincu, et je pense que vous aussi, que la donnée, la data, c'est vraiment le fuel de l'industrie 4.0 pour l'industrie. Mais encore faut-il pouvoir utiliser les bonnes solutions pour bien la capter, pour bien l'exploiter, pour capter une donnée utile et pas seulement une donnée juste pour la donnée. Donc, on a trouvé important en fait, de pouvoir éclairer ce sujet avec Jean-Philippe et Jean-François, et notamment de parler de MES et d'Industrial IoT, qui sont deux solutions qui sont des vrais leviers de compétitivité et qui peuvent permettre de bien capter, exploiter la donnée. Juste un petit point technique. Donc, on va dérouler la présentation. N'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat. Donc, on prendra un temps à la fin pour y répondre, mais n'hésitez pas à les poser directement dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent. On fera un point donc en fin de présentation. Voilà, n'hésitez pas à nous dire non plus s'il y a le moindre souci de son ou d'écran, mais je crois que normalement tout est au point. Donc, hop, je vais juste prendre une minute très très rapidement pour vous présenter WeNetwork pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Voilà, on va faire très rapide. Donc, WeNetwork, c'est le centre de ressources technologiques de l'électronique et de l'IoT. On est basé à Angers, au Technocampus électronique et IoT. Donc, on est un centre de ressources technologiques, comme je le disais. Donc, c'est un label qui est délivré par le ministère de la Recherche et qui est très important pour nous parce qu'il nous positionne, il est vraiment le garant en fait, de notre positionnement en tant que tiers de confiance auprès des industriels. C'est-à-dire qu'il est très important pour nous d'avoir cette position de neutralité par rapport aux solutions et par rapport aux conseils qu'on va pouvoir apporter aux industriels. Donc, comme c'est écrit, en fait, notre mission, en fait, c'est de pouvoir accompagner les industriels à bénéficier, en fait, de toutes les opportunités que l'industrie 4.0 et que la transformation digitale peut apporter. Et du coup, cette mission, en fait, on la délivre à travers quatre axes. En premier lieu, en fait, un axe expertise. Donc, il s'agit en fait de délivrer un conseil pour permettre aux industriels soit de développer leurs produits intelligents, soit d'améliorer leurs process et d'aller vers l'industrie 4.0. On a également donc un pôle experiment qui se concrétise par une ligne de fabrication électronique, une ligne CMS qui va nous permettre en fait de pouvoir réaliser des POC et des prototypes, voire peut-être même des premières de série électroniques. On a un pôle académie, donc ça c'est tout simplement notre formation, puisque pour nous c'est très important aussi de pouvoir transmettre les connaissances et l'expertise qu'on peut développer. Et le dernier pôle, c'est vraiment le pôle qui est dédié à la filière électronique, où on va pouvoir en fait piloter des groupes de travail collaboratifs au sein de la filière pour toujours dans le même but de rendre les acteurs de la filière électronique plus compétitifs en France. Voilà, je vais m'arrêter là. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on est accompagné par deux experts de WeNetwork, donc Jean-Philippe Hainaut, qui est ingénieur conseil et expert en IoT, et Jean-François Gouineau,
qui est Programme Manager Industrie 4.0 et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions sur le MES et l'Industrial IoT. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Voici les sujets qu'on va aborder. On va déjà commencer par détailler en fait les cas d'usage qu'on peut avoir pour que le MES et l'Industrial IoT peuvent faire. On va faire un focus sur le MES qui a plutôt une approche horizontale. Ensuite, on va aborder le sujet de l'Industrial IoT. Et puis, on va répondre à la question de en fait, comment faire dialoguer ces deux solutions. Quelle architecture on peut envisager pour les faire dialoguer. Et puis, en conclusion, effectivement, on abordera le point de la collaboration intelligente entre ces deux solutions. Donc, je laisse la parole à Jean-Philippe et Jean-François. Oui, merci Fleur. Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Effectivement, avec Jean-François, avant de vous lancer directement dans la technique, on a souhaité plutôt démarrer par des exemples, par des cas d'usage, pour montrer justement ce que l'on peut obtenir en captant de la donnée dans l'atelier et en la traitant en fait soit par des solutions IoT, soit par MES ou par ERP. Le premier exemple sur lequel on va se baser, c'est celui de la fonderie Bouillet, qui fabrique des contrepoids que vous avez sur la droite, notamment pour des engins de manutention, comme des chariots élévateurs, par exemple, des grues, etc. Il y a plein de marchés qui sont adressés. En fait, une des problématiques de la fonderie Bouillet, alors, je n'ai pas la main. Ah, si, c'est bon. Voilà. Une des problématiques de la fonderie Bouillet, c'est qu'en fait, les différentes opérations qui sont nécessitées sur un contrepoids sont réalisées dans des environnements qui sont quand même pour le moins salissants. Et avant en fait, d'implanter cette nouvelle solution, les ordres de fabrication qui étaient issus de l'ERP étaient imprimés sous forme de papier et suivaient la pièce tout au long de son cheminement. Donc, autant vous dire que vu le milieu, c'était pas forcément très simple de conserver un OF papier qui conserve son intégrité tout au long du processus. Et donc, la fonderie Bouillet a souhaité en fait mettre en place une solution de dématérialisation de ces ordres de fabrication. Et pour cela, en fait, dès la première étape de démoulage et de refroidissement du contrepoids. Ce contrepoids se voit attribuer une étiquette RFID, c'est celle qu'on voit sur la droite. Et cette étiquette RFID va être reliée à l'ERP pour pouvoir en fait identifier le contrepoids tout au long de sa fabrication, mais aussi potentiellement au-delà en fait pendant sa durée de vie. On peut très bien retracer finalement, savoir que cet objet vient de telle fonderie à tel jour, y compris dans sa phase de vie. Donc là, en fait, on a associé cette étiquette RFID et donc l'objet à l'ERP. D'accord ? Donc, on a une connexion de ce type-là. Autre exemple, celui en fait avec une autre problématique bien connue, en fait, qui est de tracer et retrouver des outillages, des produits semi-finis, donc des équipements au sein de l'usine, que ce soit en indoor ou en outdoor. Et donc là, on voit la solution d'Invertus Technologies, qui est une solution de géolocalisation, et donc où chaque équipement va être géolocalisé, va être équipé grâce à un petit boîtier en fait de ce type-là. Alors il y a différents boîtiers, sont nés principalement en outdoor ou principalement en indoor. Et en fait, chaque équipement va être équipé de ce petit boîtier-là et va remonter l'information sur une plateforme de service à distance, et on va pouvoir comme ça suivre à tout moment la localisation de ces objets, on va pouvoir les retrouver et en fait avoir l'information là où on en a besoin. On a une vue globale en fait de ces équipements. Un exemple qui illustre assez bien aussi ce que peut apporter l'IoT dans l'atelier, avec des fonctions relativement simples. L'objectif en fait ici, c'est de permettre à un opérateur sur la ligne de fabrication de remonter de l'information sans avoir à se déplacer de son poste. C'est par exemple le cas de la société Raja. Sur la ligne, en fait, si l'opérateur ou l'opératrice s'aperçoit qu'elle va manquer de certaines matières premières, elle peut appuyer sur le bouton, ça va alerter en fait le service logistique qui va pouvoir en fait
lui ramener les pièces qui vont bien afin d'éviter toute rupture du flux de production. Et donc, en fait, avec une solution assez simple où je viens équiper, c'est la petite solution en bas à gauche, je viens équiper au pied de la ligne de ce bouton-là. Ce bouton-là connecté en fait à l'ERP va pouvoir en fait comme ça gérer des problématiques de réassort. Chez Raja, grâce à la solution button-up, ils estiment qu'en fait à chaque appui sur ce bouton, c'est 20 minutes qui sont gagnées. Vous voyez en fait des gains avec une solution qui est quand même assez simple, des gains qui sont quand même très très importants. Alors après, il faut peut-être les remettre dans leur contexte. Je ne dis pas qu'en fait on va gagner à chaque fois 20 minutes en appuyant sur le bouton, mais en tout cas, c'est ce qui avait été mesuré par Button-up chez Raja. Un autre exemple qui est pas mal utilisé, c'est tout ce qui va être remonté aux mesures des TRS, hein, des taux de rendement synthétiques sur les machines, enfin, donc des taux d'utilisation des machines. Et donc là, c'est ce que ce Distra a voulu faire en appliquant la solution de Keyprod. En fait, Keyprod, c'est basé sur un petit capteur qui va être installé sur la machine, qui va mesurer en fait les vibrations de la machine, qui va remonter cette information-là sur une plateforme de service. Et ensuite, cette plateforme de service va redescendre l'information à la fois sur un boîtier opérateur qui va être installé au pied de la machine. Ce boîtier opérateur, ça permet de contextualiser les données qui sont remontées. Alors, on sait très bien qu'une des problématiques, notamment des données, c'est parfois de savoir dans quelles conditions elles ont été enregistrées ou captées. Et donc là, en fait, Keyprod propose un boîtier opérateur qui permet justement de contextualiser ces remontées d'informations. Par exemple, on va pouvoir dire que la machine elle est arrêtée pour telle et telle raison, en fait, qui va permettre d'enrichir finalement l'information et probablement d'avoir une décision qui soit plus juste, plus fine. Cette information-là, elle va être aussi descendue sur des tableaux de bord qui vont être à disposition du chef d'atelier, du responsable d'industrialisation, etc., etc. Et ces données-là, elles peuvent être aussi communiquées, hein, c'était ce qui a été indiqué dans la petite présentation, elles peuvent être aussi communiquées au MES ou à l'ERP. Donc là, on commence à voir en fait un certain nombre de communications, de solutions. Vous voyez, on y reviendra tout à l'heure dans les aspects techniques, à la fois sur les capteurs connectés, des problématiques de réseau, des problématiques de plateforme de service, des problématiques de connexion entre le monde de l'IoT et le monde du MES et de l'ERP. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Autre exemple sur le contrôle qualité, hein, là c'est un exemple chez CTS qui est spécialiste du chromage de pièces plastiques, notamment soit des poignées de porte, soit des boutons de télécommande. Vous voyez, en fait, l'application va être sur les boutons de télécommande. Et leur problématique, c'est de contrôler l'absence de défauts, notamment des défauts visuels, sur les pièces, sachant qu'ils produisent quand même plus de 50 000 pièces par jour de ce type-là. Et donc, aujourd'hui, enfin jusqu'à hier plutôt, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont une solution justement qui résout ce problème-là. Mais jusqu'à hier, en fait, c'était une tâche qui était fastidieuse pour des opérateurs, hein, puisque c'était des opérateurs humains qui faisaient en fait cette tâche de vérification. Ils se sont rapprochés de Scortex, qui est un spécialiste de l'IA, notamment pour le milieu industriel. Et ensemble, en fait, ils ont développé un banc de contrôle automatique qui va, lui, avoir passé les 50 000 pièces par jour et qui va détecter différentes catégories de défauts. Je crois que c'est une dizaine, enfin, à l'époque, c'était une dizaine de catégories de défauts. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un peu plus. Par exemple, les défauts qui vont être détectés, c'est le petit défaut qu'on va avoir en fait encarré en cadre rouge, voilà, qui peut être détecté par ce type d'équipement. Et en fait, le contrôle automatique, là où ça pouvait être fastidieux pour l'opérateur, là, le contrôle automatique va prendre 400 millisecondes par pièce. Donc, vous voyez, en fait, un contrôle hyper rapide. Et sachant que non seulement on va détecter des pièces et potentiellement les éliminer en fait de la fabrication, mais en plus, le système va remonter des données de qualité au MES pour en fait pouvoir anticiper des dérives de qualité et donc agir sur le process avant qu'on atteigne en fait des défauts de qualité qui ne soient plus acceptables, quoi. Donc en fait, on va connecter à la fois le système de contrôle qualité qui est au pied de la ligne au système de MES pour anticiper des défauts à venir. Toujours autour de l'IA, un exemple en fait de ce qu'on peut obtenir en jumelant à la fois les objets connectés et l'intelligence artificielle autour en fait de ce qu'on appelle les jumeaux numériques.
Je reviendrai en fait sur ce concept-là plus tard. Là, c'est un exemple dans une usine qui fabrique du ketchup. La problématique de cette usine, c'est de contrôler la température tout au long du process. En fait, pour éviter le développement de bactéries, hein, si on passe en dessous d'une certaine température, il y a un risque qu'il y ait un développement de bactéries et donc que le produit soit acheté, soit acheté. Le principe qui a été utilisé, c'était ici, on aurait pu imaginer qu'on mette des capteurs partout, même dans des endroits où c'est impossible. Et là, vous comprenez bien que, justement, puisque c'est impossible, c'est impossible. Et donc, le seul moyen pour arriver à contrôler vraiment de bout en bout, ça a été en fait de modéliser le comportement thermique de la chaîne de production, et donc d'avoir un modèle numérique de cette chaîne, et d'installer en fait des capteurs à des endroits judicieux. Mais que quelques capteurs à des endroits judicieux qui vont permettre d'alimenter le moteur, le modèle numérique, et de pouvoir comme ça en fait estimer en tout point le comportement thermique de la ligne de fabrication. Donc ça, c'est un exemple aussi de ce qu'on peut avoir en fait en jumelant, comme je le disais tout à l'heure, à la fois objets connectés et IA. Et puis, bien sûr, c'est connecté à l'ERP, au MES de l'entreprise. D'accord ? Un dernier exemple qui est bien connu, en fait, hein, c'est celui de la smart maintenance. Là, l'objectif, c'est d'anticiper des pannes avant qu'elles n'arrivent. Et donc, pour cela, en fait, une des solutions, c'est d'installer des capteurs type Bob là, de NKE, hein, mais il y en a d'autres sur le marché. Ce capteur, en fait, va capter les vibrations. Une des caractéristiques de celui-ci, c'est qu'en fait, il va intégrer tous les algorithmes de calcul. En fait, un l'IA qui est nécessaire va être intégré directement dans cet objet-là. Et plutôt que de remonter les courbes de vibration, ce qu'on va remonter, c'est le comportement de la machine. Et donc, on va pouvoir afficher ce comportement sur un tableau de bord. On peut également imaginer que les informations qui sont remontées sont également transmises au MES, aux outils de maintenance qui sont dans l'entreprise. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, en fait, aujourd'hui, c'est de coupler en fait, ces informations de maintenance à la réalité augmentée, où on va pouvoir, en fait, en arrivant sur la machine, savoir quel est le type de défaut, c'est ce que vous avez sur la droite, hein, et de visualiser à la fois l'image réelle de la machine, mais en même temps avoir les informations sur la machine qui sont issues des capteurs et potentiellement toutes les informations pour assurer la réparation de la machine. Hein, ce qui fait que ça permet d'avoir potentiellement un technicien de maintenance sur place qui n'est pas forcément expert de la machine, mais qui pourra être guidé par l'équipement et voir éventuellement avoir à distance un expert qui, lui, peut guider toute une équipe d'experts sur le terrain. D'accord ? Donc, on va mixer voilà, à la fois ces différentes technologies de détection de problèmes sur le terrain, de réalité augmentée et de communication au sein d'une équipe d'experts. Donc, voilà différents exemples hein, qui illustrent pour nous assez bien, finalement, à la fois les problématiques que l'on peut résoudre en mariant, on va dire, des objets connectés, des solutions IoT et des communications avec le MES et les ERP. Pour un dernier exemple, je laisse la main à Jean-François, si tu veux bien. Oui, j'ai pris hop. Ok, ça marche, je l'ai. Très bien, dernier exemple qui est très lié là du coup au MES. L'idée c'était d'interconnecter la donnée avec le MES. Donc Strafarm, c'est une société qui fabrique des compléments alimentaires. Jusqu'à présent, tout le flux d'informations se faisait sur papier et ils avaient un projet de digitalisation de la production dont la première étape était de digitaliser l'atelier de pesée. Il faut savoir que jusqu'à présent, en fait, les balances n'étaient pas connectées, les opérateurs saisissaient manuellement sur des sachets des poids, des numéros de lot, ils réécrivaient tout ça sur des feuilles qui étaient récupérées par des responsables qualité, qui allaient ressaisir ça dans le RP, donc ça faisait beaucoup de sources d'erreurs et beaucoup de temps de saisie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'acheter des balances connectées qui auraient répondu à un cahier des charges de faire moins de saisie, ils ont opté pour une approche horizontale, de mettre en place un MES en connectant les balances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les OEV arrivent directement dans l'atelier de pesée. Tous les contrôles de poids via les balances connectées se font à la volée. Ça permet une traçabilité du produit, du process.
Et puis toujours, évidemment, donc, des impressions qu'on peut mettre sur les sachets, mais avec des codes barres qui permettent du coup, aux étapes d'après, d'avoir juste des scans. Et puis la mise à jour de l'ERP se fait évidemment, si c'est pas dans la foulée, ça se fait très rapidement. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, en fait, c'est qu'à isopérimètre, l'avantage du MES, il est toujours discutable. Par contre, aujourd'hui, en fait, comme ils ont mis ça en place, ils ont une opportunité de le déployer sur tout l'atelier. Voilà, donc, les opportunités se font via cette approche justement horizontale. Alors, on va faire un petit topo sur ce qu'est vraiment MES, parce que beaucoup de personnes en parlent et les barrières avec le RP, avec le monde de l'automatisme, etc., peuvent être un petit peu floues des fois. Donc, le MES, c'est un système informatique qui collecte des données en temps réel, qui va connecter toutes les données de la production en temps réel, qui les centralise et qui les analyse dans le but de mieux piloter votre production. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde en profite, à la fois l'entreprise, donc le collectif, parce que ça va permettre une traçabilité, ça va permettre un meilleur contrôle qualité, ça va permettre un suivi de production, ça va permettre d'aider à l'ordonnancement, à la maintenance, donc tout ce qui apporte de l'agilité, de la flexibilité aux industriels. Et ça apporte aussi beaucoup aux opérateurs parce que ça leur redescend les instructions au poste. Ça va éviter ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple de Strafarm, des erreurs de saisie. Ça va permettre de gagner du temps aussi pour éviter de saisir une fois sur un papier, une fois dans un Excel, une fois dans un système. Ça va permettre de saisir une seule fois et puis ça va aussi aider derrière à planifier parce qu'en montant en remontant des données machines, en remontant des données d'opération, d'opérateurs, derrière, on peut aussi aider à planifier. Et donc, pour faire tout ça, le MES va être connecté d'un côté à l'ERP pour récupérer notamment la planification et puis remonter justement les données de productivité. Et puis, il va être connecté de l'autre côté à tout ce qui se trouve dans l'atelier, à la fois les machines, mais aussi les opérateurs via des écrans tactiles, des terminaux, peu importe le moyen, mais en fait, il va remonter toutes les infos et redescendre les instructions. Alors, la définition du MES, elle est assez complexe. Par contre, l'objectif est clair. Vous voyez quelques exemples de questions auxquelles le MES peut répondre aujourd'hui. Ça peut être des questions sur la traçabilité du produit, ça peut être des questions sur la maintenance des équipements, la capacité, le TRS, l'historique de tout ce qui s'est passé. Vous aurez l'occasion de lire un peu plus tard sur les slides, voilà les quelques exemples qu'on peut trouver sur le site du Club MES. Alors, quand on sait maintenant à quoi il répond, ce qu'il fait, donc on est sur un système, encore une fois, qui a une approche très, très horizontale. On va parler de production, de traçabilité, de stock, de ressources, de qualité. Les différents éditeurs de MES vont se démarquer sur certaines des briques que vous voyez à l'écran. D'autres vont avoir des solutions très, très métiers. Mais en tout cas, on répond toujours à des besoins de production. Alors, il y a un standard, pareil, vous trouverez beaucoup d'infos sur le site du Club MES. Hein. Il y a un standard ISA 95 qui a structuré le MES autour de 11 fonctions. Après, dans la pratique, on les retrouve plus ou moins chez les éditeurs. En tout cas, pour aider à savoir exactement ce qu'est le MES, le plus simple, c'est quand même de voir là où il se situe dans l'atelier. Et donc là, je vous avais montré donc, la pyramide du CIM, mais qui commence à dater un peu, mais qui permet de se faire une idée d'où se situe le MES. Donc on est vraiment entre les automatismes, le SCADA et puis le ERP. Donc là où le ERP va gérer des informations de stock, de commandes, de facturation, des choses qui sont vraiment soit sur le long terme, je dirais la maille la plus fine, ça peut être l'heure, à la limite, au niveau de l'échelle du temps. Les automatismes dans l'atelier, d'un autre côté, vont dialoguer très, très, très vite. On va plutôt être sur de la prise de décision. S'il y a un capteur qui s'active, alors il faut arrêter le convoyeur, il faut lancer la machine. Et donc, le MES va se situer vraiment entre les deux avec une échelle de temps qui va être, entre guillemets, humaine, c'est-à-dire à la minute ou à la dizaine de minutes pour que l'humain puisse réagir sur son process. Donc, voilà comment on arrive comme ça à voir là où on met le MES. Vraiment entre les grandes notions de l'ERP qui gèrent le long terme et puis les notions d'automate
gère des choses à très, très court terme. Il faut instaurer un dialogue entre les deux. Et je dirais entre tout ça, parce que on n'a pas forcément uniquement un SCADA et un ERP dans l'entreprise. La MES peut dialoguer aussi avec des automates. On a vu faire avec des opérateurs, avec des périphériques comme des imprimantes ou des douchettes, des balances. Et là, il y a plusieurs protocoles en fait qui rentrent en jeu. Souvent, quand le MES dialogue avec l'ERP, on va être sur du fichier plat ou alors sur des connexions directes avec des bases de données partagées, enfin, en tout cas un accès à des bases de données. Le MES peut dialoguer avec le SCADA aussi, souvent avec des approches plus spécifiques. Le MES peut dialoguer avec des automates via de l'OPC, par exemple, qui est un standard qui est assez en vogue. On dialogue avec des périphériques. Alors là, on est plus sur de l'Ethernet ou de l'USB. Et puis, avec des opérateurs via des technologies web, où on retrouve assez souvent soit des terminaux RF avec des navigateurs embarqués ou alors des tablettes ou des écrans et puis un navigateur. Alors maintenant, comment on rajoute l'IoT dans tout ça? Donc, ce que vous allez voir surtout tout à l'heure avec Jean-Philippe, c'est que l'intérêt de l'IoT, il n'est pas dans ses capteurs. Parce qu'à le MES sait dialoguer avec les capteurs, mais l'intérêt de l'IoT va être dans son service, va être dans ce qui va se passer au niveau du cloud ou du FOG. Enfin, ça, c'est des termes que vous verrez aussi tout à l'heure avec Jean-Philippe. La question pour aller dans le vif du sujet sur quel protocole mettre en place, quelle architecture mettre en place, c'est la question qu'il faut se poser, c'est quelle valeur vous donnez à l'IoT par rapport à un capteur que vous mettrez dans votre atelier. Voilà, donc gardez cette question-là en tête pendant que Jean-Philippe va reprendre la main et va vous faire la présentation de ce qu'est un IoT. On va vraiment parler de valeur de service et toutes ces questions, justement, vont être déterminantes pour aller savoir comment on dialogue derrière avec le MES. Donc, je laisse Jean-Philippe prendre la main si tu veux. Bien, merci Jean-François. Alors, attends. Donc oui, justement, en fait, donc, effectivement, là où on avait, comme l'a montré Jean-François avec la pyramide, là où le MES avait une approche plutôt horizontale, l'IoT va avoir une approche assez verticale, comme vous allez voir dans la présentation. Alors, à ce stade-là, en fait, je pense que, comme le présentait Jean-François, souvent, nous, en fait, quand on échange avec d'autres personnes, il y a pour nous parfois une confusion entre les objets connectés, l'IoT. On a vu, en fait, Jean-François parlait de capteurs connectés. Finalement, que ces capteurs connectés, ce capteur sur la gauche, soient connectés en sans fil ou en filaire, ce n'est pas tellement ça qui va être intéressant dans notre propos. Hein. On peut très bien, effectivement, on a des capteurs connectés depuis des années, et ce n'est pas pour ça que ça a révolutionné le système. Ce qui aujourd'hui, en fait, est important, c'est l'Internet des objets, voire aujourd'hui l'Internet industriel des objets, donc l'IoT, qui concerne à la fois les produits et les process de l'entreprise. Et cette fois-ci, on a une vision en fait, qui va au-delà de l'objet connecté. C'est-à-dire en fait, on va proposer un service connecté qui va pouvoir être visualisé, assuré en fait, là où est la personne qui a besoin de ce service-là. Donc, c'est vraiment ça la révolution, c'est de pouvoir finalement permettre d'apporter l'information qui est issue de ce capteur-là, là où est l'utilisateur. On va revenir là-dessus. Donc, pour ça, en fait, l'architecture de mon système, si j'arrive à passer au slide suivant. Merci. En fait, c'est toujours celle-ci. C'est-à-dire que d'un côté, sur la partie gauche, en bleu, on a la partie capteur connecté, hein, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être aussi bien filaires que sans fil, qui vont être vraiment, eux, en lien direct avec le système physique à contrôler, voire à piloter, hein, puisqu'on peut avoir des systèmes qui sont dans les deux sens, hein, qui vont à la fois remonter de l'information, mais également prendre en compte cette information pour améliorer le contrôle-commande du système. Donc, on a cette partie capteurs qui sont plus ou moins intelligents sur le terrain. On a toujours une brique de communication. Hein, il va falloir remonter les données, les informations qui sont issues de ce capteur et remonter ces informations-là sur une plateforme de service, qui est celle en mauve
sur la partie droite. Et cette plateforme de service, elle va modéliser, elle va déjà collecter l'information des capteurs, elle va potentiellement modéliser le système physique qu'on doit piloter, qu'on doit contrôler, exécuter des commandes, historiser ces commandes-là, et puis ensuite permettre la visualisation des différentes informations aux différents utilisateurs, que ce soit des usagers, des exploitants, le service de maintenance, etc. Donc, vous voyez en fait cette brique-là, qui est complète, qui est dans l'IoT, où on part du capteur connecté pour aller jusqu'à la plateforme de service connectée. On va la retrouver à peu près systématiquement. Bien sûr, en fait, les systèmes de communication, ça sera pas toujours le même protocole. Alors là, attention, on n'a pas le temps de traiter ce thème-là aujourd'hui, mais c'est jamais en fait la solution qui impose le protocole de communication. C'est votre problématique qui va déterminer que c'est tel ou tel protocole de communication qui va être utilisable dans votre cas. C'est toujours l'usage qui drive la solution technologique et pas le contraire. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, on va retrouver 4 briques qui sont essentielles dans le système: la collecte des informations, des données sur le terrain, la communication, une partie d'exécution des traitements, et puis ensuite la visualisation de ces traitements-là. En fait, dans un système IoT complet, on va retrouver systématiquement ces 4 briques. Et enfin, il ne faut pas en oublier une dernière qui est aujourd'hui super importante. Je veux bien, Jeff, c'est toi qui dois avoir la main. Tu passes la slide. J'ai laissé la main, ou alors c'est Fleur qui l'a récupéré. J'ai plus la main. Attends, je redemande le contrôle. Voilà. Et donc, en fait, oui, là. Hop, désolé. Une des briques, la 5e brique qui est en fait essentielle, c'est la brique de cybersécurité. Aujourd'hui, il est hors de question de développer un système IoT, un système connecté, sans penser à la sécurité des données, et quel que soit le domaine. Alors, la communauté européenne notamment s'est intéressée à ces sujets-là et a fait son équivalent du Cyber Act, et notamment ce sera exigé pour les systèmes connectés directement ou indirectement à Internet à partir de 2024. Mais sachez que quel que soit le domaine, il faut s'intéresser à la cybersécurité. Et je dirais que même au-delà de la cybersécurité, dans tous les cas, il faut s'intéresser aussi au contrat qui va être établi entre celui qui va installer le système et l'entreprise qui va utiliser ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, à l'époque, il y a quelques années, quand on voulait faire de l'intelligence économique, on se disait qu'il fallait faire les poubelles de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus la peine d'aller faire les poubelles. Il suffit d'aller récupérer les données qui sont captées avec des équipements de ce type-là. Et vous pouvez savoir, en fait, bien des choses sur l'organisation de l'entreprise, son type de production, etc., etc. Donc, il faut vraiment, en fait, s'intéresser justement aux contrats qui vont lier les fournisseurs de solutions et les entreprises qui vont utiliser. Donc, ça, c'est un point très, très important. Autre point important, vous commencez un peu à le voir, en fait, c'est qu'on parle beaucoup de données, mais finalement, ce n'est pas tant la donnée qui est intéressante. Ce qui est surtout intéressant, c'est via le traitement adéquat, c'est l'information que je vais en déduire. C'est vraiment là où il y a la richesse, c'est dans l'information. Cette information, une des forces de l'IoT, c'est de pouvoir la délivrer au bon moment, ce que je ne pouvais pas forcément faire avant, au bon moment, au bon utilisateur, et surtout, en fait, dans un format adapté. Si je prends l'exemple par exemple, du contrôle d'une chambre froide, la donnée, ça pourrait être la température. Et quand je vous dis la température, si vous n'êtes pas un spécialiste de la chambre froide, ça ne veut pas vraiment dire si je vous donne la courbe de température. Ce qui va être important, par exemple, c'est de vous dire que cette température, elle a franchi un seuil, et donc là, j'ai une alerte de dépassement de seuil pour un risque, en fait, que les denrées, enfin, que les aliments qui sont stockés dans le frigo peuvent en fait être altérés. Et donc ça, c'est l'information qui a été tirée de la donnée. Et de la donnée au bon moment, par exemple, en fait, pour le service maintenance, ça peut peut-être être important que je lui donne cette information-là en quasi temps réel, au moins avec un temps de latence donné qui va correspondre en fait aussi au type d'aliments qui sont stockés dans mon frigo. Voilà. Et donc là, par exemple, je ne vais pas forcément donner la même information si à mon utilisateur issu de mon service de maintenance qu'à mon gestionnaire de l'atelier, par exemple, à mon chef d'atelier. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien différencier information, utilisateur, etc., etc. Donc ça, en fait, aujourd'hui, c'est la bonne information au bon moment, au bon utilisateur et dans un format adapté. Les solutions qui sont issues de l'IoT vont permettre justement de faciliter d'assurer en fait ces 4 besoins-là essentiels.
Alors, on parle de traitement. Jean-François en a parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui aussi, en fait, on peut faire le choix de traiter l'information là où c'est important de la traiter. Et en fait, on a ces différentes catégories qui sont citées ici. On va avoir en rouge, en fait, c'est la partie capteur-contrôleur. On peut embarquer de l'intelligence, on l'a vu tout à l'heure avec Bob, par exemple, au niveau de l'embarqué, au niveau des capteurs. Mais on peut aussi avoir de l'intelligence dans ce qu'on appelle le edge. Le edge, en fait, c'est tout ce qui va être en périphérie de la ligne de production. Tout ce qui va être PC industriel, passerelle, gateway, etc. Ensuite, le niveau au-dessus, toujours au sein de l'entreprise, c'est le FOG, c'est-à-dire c'est le réseau local de l'entreprise, avec les serveurs de l'entreprise. Donc, on peut imaginer avoir des traitements à ce niveau-là. Et puis aussi, on va pouvoir imaginer d'avoir des traitements au niveau du cloud, donc pour des traitements qui n'ont pas forcément besoin de temps de réaction hyper important. Alors, bien sûr, en fait, comme je le dis là, en fait, certes, un des choix, ça va être les ressources de calcul que l'on va avoir sur les différents niveaux. Bien sûr, sur un capteur embarqué faible consommation, on va avoir des ressources de calcul qui sont nettement moindres que celles qu'on peut avoir sur des serveurs dans le cloud. Mais pour autant, en fait, il y a quand même des contraintes à prendre en compte, notamment, en fait, une des contraintes, ça peut être la confidentialité, c'est-à-dire que dans certains cas, ce n'est pas forcément utile et ça peut être même préjudiciable de remonter l'information brute dans le cloud pour la redescendre. C'est le cas, par exemple, j'ai pas, je pourrais prendre un exemple industriel, mais l'exemple qui me vient tout de suite, c'est celui, par exemple, d'un détecteur de chute dans une maison de retraite à partir d'un système de caméra. Là, c'est hors de question de remonter les images en temps réel pour les traiter dans le cloud, en fait, pour des problèmes de vie privée. Et là, en fait, on va avoir des capteurs qui vont intégrer de l'intelligence pour justement détecter la chute au niveau de l'image en local et ne remonter que l'information chute dans le cloud. Et donc, on peut imaginer la même chose côté industriel, pour des problèmes de confidentialité, là encore. Et il y a aussi une grandeur qui est importante, c'est la latence, c'est-à-dire en fait le temps entre l'apparition de l'événement ou l'évolution de la donnée et la prise de décision et l'information. Par exemple, si on est le cas dans un véhicule autonome, il est hors de question que lorsque je vais appuyer sur la pédale de freinage, l'information remonte dans le cloud pour aller activer mon étrier de frein. Donc là, en fait, on peut avoir la même chose aussi côté industriel. On voyait tout à l'heure, par exemple, sur le système de contrôle de qualité, il était hors de question de remonter les données images dans le cloud pour pouvoir redescendre en moins de 400 millisecondes la décision au niveau de la ligne. Donc là, on est en traitement au niveau du edge. On a des PC industriels au niveau du edge pour faire ces calculs. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et aujourd'hui, on a des solutions pour faire ce genre de choses. On en parlait tout à l'heure aussi, en fait, sur le jumeau numérique, très, très rapidement, en fait, pour simplement vous illustrer un peu la problématique technique. En fait, le jumeau numérique, c'est un modèle, c'est un clone virtuel, finalement, d'un système physique. Et en fait, pour que ça fonctionne, il y a certes, en fait, de l'IA, il y a certes des modèles qui sont implémentés dans le Digital Twin, mais il y a aussi, en fait, des capteurs connectés, de l'IoT, qui va, en fait, aller chercher, en fait, l'information du comportement réel du système physique pour les remonter vers le jumeau numérique et faire évoluer le modèle. Et ensuite, en faisant évoluer le modèle, on va pouvoir redescendre de l'information sur le système physique. Donc, vous voyez, en fait, ça illustre assez bien la rencontre entre le monde de l'IoT et le monde de l'IA. Dernier point pour conclure en fait sur cette approche très verticale, finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on regarde en fait finalement le schéma dans un autre sens, que je vous ai présenté, on va se retrouver en fait sur le bas avec les capteurs connectés qui vont remonter de l'information via des gateways, via des passerelles de communication vers un cloud, et c'est ensuite du cloud où on va redescendre vers les systèmes, soit des PC, des tablettes, éventuellement de la communication avec un ERP, etc. D'accord ? Et en fait, c'est assez bien illustré par le cas de Keyprod, où en fait, je vais en fait avoir mes capteurs connectés tout en bas sur la machine. Ça va me remonter l'information sur ma plateforme de service chez Keyprod. Et ensuite, en fait, je vais avoir des IHM, enfin des interfaces machines directement sur la ligne pour pouvoir contextualiser le système. Et puis, de l'autre côté, je vais redescendre en fait des informations sur des tableaux de bord pour pouvoir suivre l'évolution de mon système. Donc, vous voyez, en fait, on a une approche très verticale sur, on va dire, une fonction donnée qui est dans ce cas-là, en fait, la mesure du TRS. On va avoir d'autres fonctions, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait des systèmes qui soient un peu sous forme de silos, entre guillemets, où on va avoir des fonctions principales pour ces systèmes-là. Mais par contre, ils sont, on va dire, assez simples à déployer. Vous voyez bien, en fait, pratiquement ici, je connecte mes boîtiers sur le réseau de l'entreprise où
il pourrait très bien être tout aussi avec un protocole autonome, et ça me les connecte, ça me les appelle automatiquement avec mon application dans le cloud, et je peux pratiquement immédiatement redescendre de l'information sur les tableaux de bord. Dernier point, c'est vrai que c'est une solution qui est très verticale, mais qui est aujourd'hui interconnectée. Hein. En fait, au travers justement de la plateforme cloud, on peut très bien imaginer connecter et renvoyer de l'information vers le MES, vers l'ERP, vers la CRM, en fonction des besoins en fait, de l'entreprise. Hein. Et ça, on pourrait très bien l'imaginer, soit au niveau du cloud, soit peut-être potentiellement au niveau du edge. Ça dépend en fait de l'architecture qui va être mise en place. Justement, je vais laisser la parole à Jean-François sur ces différentes architectures. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de la question qu'il fallait garder en tête, c'est quelle valeur a un IoT par rapport à un capteur pour le MES. Donc tout ce dont Jean-Philippe a parlé tout à l'heure, c'est ce qui va un petit peu vous aider dans un projet de convergence IoT MES en fait à choisir les bons protocoles. Alors si on reprend le slide en fait avec tous les objets les objets ou les systèmes qui communiquent avec le MES, on a rajouté donc l'IoT avec à côté de l'ERP, du SCADA, des opérateurs, des périphériques. Donc ce qu'on a vu, donc c'est l'importance du résultat. Donc l'intérêt de l'IoT, c'est de traiter les données, c'est de fournir des informations et non pas de la data. Voilà, je sais pas qui a passé les slides. Ouais, merci. Ok, c'est bon. Donc, l'idée, c'est de se connecter au service et non pas au capteur, que ce soit dans le cloud, comme dans le fog, ou même, pourquoi pas, en edge. Le service, donc, qui peut être apporté par l'IoT, et là, le MES récupère seulement certaines informations qui sont nécessaires. On a vu tout à l'heure l'exemple du Kiprod pour la maintenance et les calculs de TRS. À la limite, le MES n'a pas forcément besoin de connaître les données de variation de vibration. Il n'a pas forcément besoin, dans l'absolu, de connaître toutes les infos dont va avoir besoin le Kiprod pour faire son travail très vertical. En revanche, il peut récupérer des arrêts de production, et là, il va falloir une réactivité plutôt à la minute. Il peut récupérer les TRS, il va tous les soirs récupérer le rendement global qu'a eu la machine pour l'agréger avec d'autres rendements pour d'autres machines. Voilà, il peut récupérer même des planifications de maintenance pour aller bouger l'ordonnancement. Si le Kiprod détecte des changements de vibration de température, il peut dire attention, dans 2 heures ou dans 2 jours, il va avoir besoin d'arrêter la machine pour faire une maintenance. Dans ces cas-là, le MES peut récupérer cette info-là pour aller planifier une maintenance et puis décaler tout le reste des OF. Voilà. Donc, on se connecte vraiment au service. Après, il y a une notion de temps aussi qui va déterminer les protocoles à utiliser. Donc, le MES, on ne va pas travailler en deçà de la minute quand même, parce qu'après, encore une fois, on est plutôt au niveau de l'automate. On va travailler donc à la minute ou alors à l'heure maximum, je dirais. L'importance de l'information va aussi jouer. Est-ce que chaque envoi d'information est vraiment important? Ou est-ce que je peux me permettre de perdre quelques envois? Est-ce que si je récupère une température, par exemple, est-ce que j'ai besoin de chaque envoi de température, ou est-ce que si j'en loupe un, c'est vraiment important? Et puis le sens de la communication va être aussi important. Est-ce que l'objet IoT pousse vers le MES des informations quand il juge opportun de le faire, ou est-ce que c'est au MES, par exemple, sur chaque sur chaque clôture d'OF, est-ce que c'est au MES d'aller récupérer l'information de l'IoT? Voilà, le sens va avoir aussi beaucoup d'importance. Et puis, on le répétera jamais assez, hein, la cybersécurité va aussi avoir beaucoup d'importance dans les choix de protocoles et dans l'architecture. Donc, j'ai mis ici quelques protocoles, enfin, en tout cas quelques méthodes pour récupérer des données. C'est pas une liste exhaustive, mais ça permet de voir l'importance de bien poser les besoins en fait de votre projet.
Si on commence par la mise à disposition de table, c'est quelque chose qui est très commun chez les éditeurs de MES pour dialoguer notamment avec les ERP. Là, l'objet IoT va mettre à disposition en fait un serveur avec une base de données, et puis le MES va pouvoir aller lire des informations, ou alors même pourquoi pas en écrire s'il a besoin d'écrire certaines choses pour modifier le comportement de l'IoT. L'inconvénient de ça, c'est qu'il n'y a pas d'alerte quand il se passe un événement, qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez batché, quoi. C'est-à-dire que toutes les minutes, toutes les demi-heures, le MES va aller questionner cette base de données-là. Une autre techno qui est très utilisée dans le monde des objets connectés, c'est les systèmes d'abonnement type MQTT. Donc là, le MES en fait va s'abonner par exemple à des capteurs de température en IoT pour récupérer les données, par exemple pour la traçage. Vous pouvez avoir tout un lot d'IoT chez vous qui relève des données de température et puis qui, par exemple, pour le cas d'une chambre froide, pour reprendre l'exemple de Jean-Philippe, vont donner des notions. Est-ce que la température est bonne pour la chambre froide ou pas? Et puis le MES va s'abonner à certains de ces capteurs-là pour aller enrichir en fait toutes les données dont il va avoir besoin pour effectuer une bonne traçabilité. Donc là, ça peut se passer avec un protocole comme le MQTT. L'inconvénient de ça, c'est qu'il n'y a pas d'accusé de réception. Donc en fait, les infos sont poussées et puis il se peut qu'il y ait quelques pertes. Une autre techno qui est très connue, alors pas que dans le monde de l'IoT, parce que c'est vraiment, quand vous utilisez même un Google Maps, vous avez beaucoup d'API derrière, et beaucoup de logiciels, je dirais, de CRM, par exemple, qui dialoguent avec des API. Il y a des API. Donc là, le principe, en fait, c'est que le serveur va donner accès à une bibliothèque d'API, à la fois pour envoyer des messages, mais aussi à pouvoir aussi on pourra lui écrire des choses via ces API-là. Et puis l'application, donc le MES, va aller questionner le serveur à des intervalles soit réguliers, soit sur événements, mais du MES. Par exemple, on va aller chercher, si on reprend l'exemple de la température, ça peut être, voilà, là je viens de clôturer mon OF, quelle est la température actuelle, ou est-ce que le frigo est à la bonne température, oui ou non. Et donc là, le frigo va répondre, voilà, oui, je suis à la bonne température, ou non, je ne suis pas. Donc on va vraiment sur cette notion de dialogue. L'énorme avantage, en fait, c'est que ça peut être énormément enrichi par rapport à la connexion à la base de données. On peut vraiment aller chercher des informations assez intéressantes. L'inconvénient c'est qu'en fait, là, c'est vraiment à l'application d'aller chercher l'information. On ne va pas avoir de flux poussé. Donc, d'un côté, on a le MQTT qui va permettre de pousser des infos, mais qui n'a pas d'accusé de réception. Et puis, de l'autre côté, on a les REST API qui permet d'aller chercher de l'information, mais qui n'a pas forcément d'informations poussées. Donc, si ce frigo d'un coup se met à lâcher, en fait, il va falloir attendre le prochain web pour savoir que la température est trop élevée. Donc là, on a des mix en fait de technologies qui permettent, par exemple, via des webhooks ou alors des WebSockets, il y a plusieurs technos web qui existent qui permettent de pousser de l'information et qui peuvent être liés avec de l'API. Donc, plutôt que d'aller demander à chaque fois est-ce que la température est la bonne, dans ce cas-là, on va dire, écoute, dis-moi quand il y a un dépassement de température. Et dans ces cas-là, le serveur va renvoyer à un moment donné une réponse. Voilà, la température a été dépassée. Et donc là, on va pouvoir mixer comme ça à la fois des abonnements et puis des systèmes de questions-réponses. Donc voilà un petit peu les différents modes de communication qu'il peut y avoir. Donc encore une fois, l'important c'est vraiment de bien définir votre besoin assez en amont, je dirais. Les deux systèmes MES et IoT sont à la fois très différents parce que vous pouvez avoir tout seul un service IoT avec des objets qui vous permettent d'améliorer vos performances. Vous pouvez avoir aussi un MES sans IoT qui a une approche horizontale mais qui peut être très, très intéressante aussi.
Maintenant, les deux peuvent dialoguer. Et pour que tout ça, ça se passe bien, en fait, l'idéal, c'est de structurer assez en amont votre MES ou votre IoT pour qu'ils soient capables de dialoguer ensemble. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah, vous avez compris en fait, notre propos. L'objectif, nous, c'est pas d'opposer en fait IoT et MES. Hein. On pense que justement demain, ils seront c'est deux outils qui doivent collaborer hein, au sein de votre entreprise. Ce qu'il faut bien définir, comme disait Jean-François, c'est la stratégie finalement. Là où on voit que entre guillemets, on peut aller très rapidement sur des quick wins avec de l'IoT. Hein, c'est en quelques jours, finalement, je peux remonter l'information qui est utile, là où la mise en place d'un MES est un peu plus longue. Mais finalement, sur ma stratégie long terme, ça peut être intéressant de coupler les deux. Et donc, l'important, en fait, quand on va mener ces projets-là, c'est déjà, comme on l'a dit, c'est de jamais driver le projet par la techno, mais toujours par l'usage. Et quand on dit par l'usage, finalement, c'est de réfléchir en interne aux différents problèmes qui sont à résoudre. Nous, ce qu'on parle souvent, c'est de réfléchir à ses peines. Donc voilà, c'est de bien, avec les opérateurs sur le terrain, de se dire finalement là où est-ce que je peux vraiment gagner très rapidement de la productivité en mettant en place, dans un premier temps, peut-être des solutions IoT qui vont me remonter d'un point de vue vertical, qui vont me remonter de l'information tout de suite utile. Et puis demain, comment je vais pouvoir consolider finalement ces informations avec du MES. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est que vous l'avez compris, en fait, quand on va choisir une solution, il faut quand même aussi regarder finalement quelles sont ses possibilités d'interface. Si je réfléchis à IoT, il faut tout de suite que je me dise, mais finalement, comment en fait cette solution IoT qui me remonte de l'information, certes, de façon très efficace, mais comment demain je pourrais l'interconnecter avec mes systèmes soit déjà en place, soit mes futurs systèmes, que ce soit l'ERP, le MES. Et donc, c'est vérifier aussi cette ouverture de ce côté-là. L'autre point aussi, c'est d'essayer de privilégier des solutions qui sont standardisées et qui sont éprouvées. Alors, ça ne sert à rien d'aller développer son système. Là où, il y a quelques années, effectivement, on pouvait se dire je vais développer ma propre solution IoT parce que j'ai vraiment un besoin super spécifique. Aujourd'hui, je pense que sur le marché, il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont quand même susceptibles de répondre à votre besoin. Donc, le premier réflexe, c'est quand même d'aller chercher ces solutions qui sont standards, qui vont pu être mises en place par d'autres, ou on peut récupérer des cas, d'ailleurs, on peut aller échanger avec les industriels qui ont mis en place. Voilà, donc ça, c'est vraiment privilégier le standard, hein, que ce soit côté IoT ou côté MES. Et puis le dernier point, mais vous l'avez compris autour de la présentation, c'est d'anticiper les problèmes de cybersécurité et de problèmes de contrat. Donc pour cela, en fait, si vous voulez, il y a notamment un guide qui existe, en fait, qui est fourni par l'ANSSI, donc qui peut être intéressant. Et puis sinon, il y a aussi une norme qui s'appelle la 62443 qui concerne en fait tout ce qui est réseau industriel. Et donc, si vous avez, je vous invite quand même à aller, je vous invite à aller voir ces normes-là et ces guides, parce qu'il y a quand même des données intéressantes à prendre en compte. Donc voilà. Donc, mais le point essentiel, c'est de bien prendre en compte l'usage et pas de penser technologie. Nous, on peut vous aider en fait justement à une fois que vous avez pensé usage, à vous aider sur les aspects technologiques. Usage et puis rajouter usage, je dirais, sur un premier projet qui peut être à 6 mois, à 1 an, et puis garder une vision globale qui permet, à l'exemple de Strafarm, par exemple, de dire je ne vais pas me cantonner à avoir des balances connectées qui répondent à mes besoins, mais je vais voir un petit peu plus large. Alors, le projet au départ va peut-être être plus complexe, va coûter plus cher, va être plus long. En revanche, ça donne quand même une ouverture pour connecter l'ensemble de l'atelier après. Donc, c'est de bâtir ce qu'on appelle. Oui, c'est de bâtir le schéma directeur, finalement. C'est ça. Très bien. Merci Jean-François et Jean-Philippe. Il me semble que vous êtes arrivés au bout de votre présentation. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, c'est plus simple. Mais après, si vous souhaitez directement prendre la parole, vous pouvez également activer votre son et poser directement vos questions à Jean-Philippe et Jean-François. Alors moi, j'avais une question là, sur cette présentation. Déjà, merci, c'était très intéressant. On a bien vu le périmètre du MES et effectivement de tout le reste. J'avais une question sur le coût par rapport à une solution IoT et un MES. Si on part du principe qu'on a déjà un ERP qui est mis en place et qu'on veut monitorer nos équipements, en rapport avec le coût, c'est quoi? Le MES est moins cher à mettre en place
qu'un dispositif IoT? La différence, en fait, alors c'est assez difficile de rentrer dans les chiffres directement parce que Ouais, j'imagine. une fourchette, mais c'est des râteaux de prix qu'il peut y avoir entre différents projets. Ouais, j'imagine. En revanche, l'IoT, en fait, on va avoir un début de projet et une fin de projet. Moi, Jean-Philippe, si je m'arrête, mais en fait, vous mettez en place votre monitoring via l'IoT, et puis une fois que c'est fait, ça s'arrête là avec le fournisseur, en fait. Et puis vous avez votre service sur abonnement, et voilà. Un MES, ça s'inscrit vraiment dans la durée. Ouais. Ça peut être un projet qui dure plusieurs années, où vous allez y aller par incrément. Et puis, vous allez monitorer votre première ligne, ou alors vous allez faire du calcul de TRS, par exemple, sur l'ensemble de votre atelier. Et puis après, vous allez mettre une brique maintenance, vous allez mettre un suivi un peu différent, vous allez rajouter un suivi d'opérateur. Et ça c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et donc, c'est plus à prendre en compte comme un investissement et pas comme une charge. D'accord, ok, merci. Alors, ouais, après, effectivement, on peut différencier aussi investissement et puis coût de fonctionnement. Alors, l'investissement est plus important, je pense, côté MES, parce que c'est un projet plus global, en fait, si vous voulez. Comme le dit Jean-François, pardon. Là où l'IoT, on est souvent sur un modèle plutôt abonnement, en fait. C'est-à-dire que voilà, pour accéder, on va avoir tant d'objets connectés et en fonction du nombre d'objets, ça va coûter tant. Donc là, vous dire le montant, après, ça va dépendre de l'offre de solution. Mais on est quand même assez souvent sur ce type de modèle-là, hein, où on est, on va dire, soit à l'objet, soit au point de mesure, enfin des choses comme ça. MES, ça tend à arriver aussi, pas mal les systèmes d'abonnement. Ouais. Alors, je vous ai répondu en fait, oui, je vous l'ai remis en fait sur le chat. Donc, il faut aller sur le site de l'ANSSI pour avoir les guides. Et sinon, la norme, c'est la 62.443 telle que je l'ai écrite ici. Bon, là, par contre, c'est une norme qui est en accès payant. Peut-être avoir les drafts sur Internet, si vous voulez. Mais je vous invite à aller voir sur le site de l'ANSSI. C'est un site qui est quand même très, très... où il y a plein d'informations, justement, et plein de guidelines sur différents sujets liés à la cybersécurité. Bien, merci beaucoup Jean-François et Jean-Philippe. Merci Jean-Baptiste pour votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Moi, je voulais simplement, déjà, je voulais vous remercier pour votre présence à ce webinaire. Je voulais simplement vous indiquer que, en fait, ce webinaire, il fait partie d'une série qu'on a démarrée en fin d'année dernière et qu'on continue jusqu'en mai 2023 autour des solutions pour l'industrie 4.0. Donc, on avait commencé un webinaire autour de l'ERP. Donc aujourd'hui, on parle MES et IoT et en mai 2023, on va prévoir un webinaire autour de la logistique 4.0, histoire d'avoir vraiment une continuité en fait dans les solutions. Et ce sera Nicolas Petro qui va nous faire un panorama des solutions existantes pour la logistique 4.0. Et je voulais également vous indiquer donc une formation qu'on a ouverte l'année dernière, qui est aussi autour de l'industrie 4.0, mais là, on va parler cobotique, et notamment dans l'environnement de production électronique. Donc, si vous souhaitez mettre en œuvre un projet de cobotique et que vous êtes un acteur de la production électronique, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ces formations. On vous donnera toutes les informations par mail pour vous inscrire. Évidemment, vous recevrez le replay de cette présentation par mail. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire soit à notre newsletter, soit à notre fil LinkedIn, si vous voulez être tenu au courant de toutes nos actualités, de nos événements, puisque voilà, on organise régulièrement en fait des événements pour acculturer
éclaircir des problématiques voilà, autour de l'industrie 4.0 et de l'IoT et de l'électronique. Hop. Et puis, pareil, hein, je vous redonnerai les contacts de Jean-Philippe et Jean-François, mais voilà, si on peut vous accompagner sur voilà, le défrichage d'un projet MES ou IoT que vous pourriez avoir, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Jean-Philippe et Jean-François seront ravis d'échanger avec vous. Et voilà. Je pense qu'on va pouvoir, conclure cette présentation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai indiqué là sur le fil de discussion, je vous ai copié l'adresse directe sur le site de l'ANSSI vers les guides cybersécurité pour les systèmes industriels. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le copier. Et vous verrez, en fait, il y a des guides bien faits autour de la cybersécurité. Merci. Enfin, en tout cas, merci à tous pour nous avoir suivis. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.